Aujourd'hui, on se plonge dans un des essais qui a littéralement secoué la théorie littéraire, Critique et vérité de Roland Barthes. Il faut bien voir que ce livre, ce n'est pas juste un livre. Non, non, c'est le cœur d'une véritable guerre intellectuelle qui a complètement changé notre manière de lire. Allez, c'est parti. Ça commence fort, hein? Et ces mots, attention, ce sont ceux de Barthes lui-même. Là, on ne parle pas d'une petite querelle de salon entre intellectuels. Non, on parle d'un conflit d'une violence inouïe. L'idée, ce n'était pas juste de ne pas être d'accord, c'était vraiment une volonté d'exécution, une exécution symbolique. Les enjeux étaient énormes. Bon, pour bien saisir ce qui se joue, il faut vraiment imaginer un procès, un vrai procès. D'un côté du tribunal, sur le banc des accusés, on a une nouvelle façon de penser, la fameuse nouvelle critique. Et de l'autre, on a l'établissement, l'ancienne garde, qui joue à la fois le rôle de juge et de procureur. Et attention, on n'est pas du tout dans une simple divergence d'opinion. Barthes, lui, il décrit une réaction collective, quasi tribale, une campagne organisée pour faire taire et exclure ce qu'il voyait comme une menace existentielle. En fait, c'était ni plus ni moins qu'une chasse aux sorcières intellectuelles. Alors accrochez-vous bien parce que voilà l'acte d'accusation. La nouvelle critique, on l'a dit vide, creuse, prétentieuse, un charabia sophistiqué, moralement dangereuse, carrément. Sans succès, du snobisme, rien d'autre. Et le bouquet final, une menace pour la nation, pour les institutions. Rien que ça. Le parfait portrait robot de l'ennemi public numéro 1. D'accord. Alors, sur quoi se base cette accusation pour monter un dossier aussi lourd ? Eh bien, l'ancienne garde s'appuie sur un ensemble de règles très strictes, une sorte de code de la route de la pensée qu'elle considère comme la seule et unique vérité. La première règle, c'est l'objectivité. Pour l'ancienne critique, c'est simple, un mot égale un sens. Lequel ? Celui du dico, celui de la biographie de l'auteur, point final. Tout le reste, c'est de la pure fantaisie. Mais pour Barthes, c'est tout l'inverse. Une œuvre, ce n'est pas un message codé à déchiffrer littéralement, c'est un langage symbolique et par définition riche de plein de sens possibles. Deuxième règle, le fameux bon goût. En gros, c'est une sorte de censure qui dit ce dont on a le droit de parler et ce qui est tabou. La sexualité ? Le corps ? Oula, non. Pour l'ancienne garde, par exemple, analyser Racine avec les outils de la psychanalyse, c'est un sacrilège, une profanation. Barthes montre que ce bon goût, en réalité, c'est juste un prétexte pour ne pas voir la complexité de l'être humain dans l'art. Et enfin, la troisième règle, la clarté. Ah, la clarté. Sauf que c'est un piège. Leur clarté, c'est en fait une obligation, celle de n'utiliser que leur propre langage. Tout ce qui est nouveau, tout concept un peu différent, est immédiatement balayé comme du jargon obscur. Mais Barthes répond, et c'est logique, pour des idées nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est juste une nécessité. Alors, quand on regarde ça, le dossier de l'accusation a l'air en béton, non ? Objectivité, bon goût, clarté. Franchement, qui pourrait être contre des principes qui semblent si raisonnables ? Eh bien, c'est là que Barthes va opérer un retournement de situation absolument génial. On arrive maintenant au cœur de la pensée de Barthes, et sa stratégie est brillante. Il ne va pas se défendre point par point, il ne va pas jouer leur jeu, non. Il va complètement changer de perspective et poser un diagnostic médical, en quelque sorte, sur ses propres accusateurs. Et voilà le concept clé, la symbolie. C'est un mot un peu technique qu'il emprunte à la linguistique, mais l'idée derrière est très simple. C'est une sorte de cécité, une incapacité à voir le sens symbolique, le sens second. C'est ne pas pouvoir comprendre que plusieurs significations peuvent cohabiter en même temps. Et là, c'est le coup de génie. Barthes dit « Le problème, ce n'est pas que la nouvelle critique a tort. Le problème, c'est que l'ancienne critique est malade. Elle est incapable de voir la nature même de ce qu'elle étudie. Elle regarde une œuvre d'art qui est par essence symbolique, qui a 1000 facettes, et elle la traite comme si c'était une notice de montage. Elle est littéralement aveugle au langage. » Bon, maintenant que le diagnostic est posé, Barthes peut enfin exposer sa propre vision, celle de la nouvelle critique. Et c'est une vision qui va tout redéfinir, ce qu'est une œuvre et ce qu'est un critique. Cette phrase, elle est absolument centrale. Le symbole, ce n'est pas l'image, c'est la pluralité même des sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que la valeur d'une œuvre, ce n'est pas une idée cachée qu'il faudrait trouver. Non, c'est sa capacité à générer plein de sens différents, en même temps. En clair, une œuvre n'a pas un sens, elle a des sens. Donc, il faut arrêter de voir l'œuvre comme une sorte de coffre-fort avec une seule combinaison à trouver. C'est pas ça du tout. C'est plutôt un système ouvert, une sorte de machine à fabriquer du sens. Elle est faite pour qu'on l'interprète de plein de manières différentes. C'est justement ça qui la rend vivante.
Et ça change tout le processus. On part d'une œuvre qui est plurielle, pleine de potentiel. Ensuite arrive le critique, qui n'est plus un juge mais un écrivain, qui va ajouter son propre langage. Et cette rencontre des deux, eh bien, ça crée une transformation, ça donne un nouveau sens, tout aussi valable, qui prolonge la vie de l'œuvre. Le critique n'est plus un inspecteur, c'est un créateur. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Fini la vieille hiérarchie avec l'auteur-dieu tout en haut et le petit critique, humble serviteur tout en bas. Non. L'écrivain et le critique deviennent des partenaires. Ils sont sur un pied d'égalité et ils jouent tous les deux avec la même chose, le langage. Alors, quelles sont les conséquences de cette petite révolution? Quel est l'héritage, l'impact long terme de cette nouvelle façon de voir les choses? En gros, quel est le verdict de l'histoire? C'est une vision, je trouve, absolument magnifique de ce qu'est la littérature. Une œuvre est éternelle, non pas parce qu'elle impose à tout le monde le même sens, mais parce qu'elle est capable de suggérer des sens différents à la même personne, mais à des moments différents de sa vie. Elle vieillit avec nous, elle respire, elle est vivante. Et cette dernière citation de Barthes résume parfaitement ce changement de posture. Passer de la lecture à la critique, c'est changer de désir. Quand on lit, on désire l'œuvre, on veut se fondre dedans. Mais quand on critique, le désir change. On désire notre propre langage. On veut créer quelque chose à partir de l'œuvre. On passe de consommateur à producteur. Au final, la conclusion est limpide. Le but de la critique, ce n'est plus du tout de trouver la réponse finale, de fermer le livre en disant « voilà ce que ça veut dire ». Non. Le but, c'est de faire exactement l'inverse. C'est de garder la conversation ouverte, pour toujours. C'est de s'assurer que l'œuvre continue de vivre, de parler, de nous faire réfléchir. Et on termine sur cette question vertigineuse. C'est une porte que Barthes s'ouvre et qui mènera, quelques années plus tard, à son fameux texte sur la mort de l'auteur. Parce que si le sens naît vraiment dans ce dialogue entre un texte et une personne qui le lit, alors quelle importance a encore l'intention de la personne qui a écrit la toute première ligne? Voilà une question qui laisse songeur. Merci d'avoir suivi cette analyse.